Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés jusqu'au bout, félicitations. J'aime beaucoup les gens qui font les programmes dans les conférences, qui organisent, qui prennent le temps quand même de relire toutes les propositions et de se dire, vendredi à 17h, ce que les gens ils ont envie de voir, c'est des trucs de sécurité, par les cryptographies et tout. C'est pas du tout ce qui va les endormir. Génial, on fait ça, on ferme les volets, ça va être super. Je vais essayer de ne pas vous perdre, je m'appelle Daniel, je travaille dans les équipes Spring, donc le framework Java, pour faire des applis de toutes les sortes, notamment des applis web. Il y a des gens qui utilisent Spring ici dans la salle. Une petite 40%, un truc comme ça. Si vous n'utilisez pas Spring, c'est pas grave, on ne va pas faire que du Spring. Et moi, je suis spécialisé sur les problématiques de sécurité, donc en sécurité, Spring Security. En ce moment, je fais de l'AI, parce que tout le monde fait de l'AI, et que finalement, on s'est dit que mettre un peu de sécurité dans l'AI, c'était pas une mauvaise idée. Donc, je me retrouve à en faire un peu aussi. Vous trouvez tous mes contacts sur les réseaux sociaux. Je suis sur Blue Sky, je suis sur Internet, je suis sur GitHub, je suis sur LinkedIn, je suis par mail, etc. La raison pour laquelle je viens à des confs comme ça, c'est quand même pour vous rencontrer, voir vos problématiques, avoir du feedback aussi sur ce que nous on fait. Donc, bon, je vous apprends quelques trucs au passage, mais j'apprends plein de trucs de votre part aussi, parce que moi je travaille sur des livres, vous travaillez sur des vrais projets, et du coup vous avez toujours des setups complètement délirants, et du coup j'aime bien quand vous venez m'en parler. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, ou envoyez-moi un mail, je prendrai le temps de répondre. Du coup, aujourd'hui, on va parler mot de passe, ou plutôt absence de mot de passe. Parce qu'on est en 2025, je ne vais pas refaire le spiel complet pour dire que les mots de passe, c'est pas bien. Le problème des mots de passe, c'est pas la technologie mot de passe en elle-même, c'est nos pratiques autour des mots de passe. Ici, dans la salle, qui réutilise un mot de passe sur plusieurs sites différents? Alors, ceux qui ne lèvent pas la main, vous n'avez pas entendu la question ou vous êtes en train de mentir? Moi, je le fais, moi, ça m'arrive aussi, effectivement. Alors, si vous avez des pratiques saines, que vous utilisez un password manager, que vous avez des mots de passe forts, que vous faites du multifacteur, etc., c'est pas un problème. Le problème, c'est si vous réutilisez, effectivement, et pour les utilisateurs, les utilisatrices lambda, mon papa, il a 3 mots de passe, il les utilise sur 52 sites différents. Et du coup, je suis à peu près sûr que si je vais chercher... si je vais sur Pwn Passwords, voilà. Donc une base de données des mots de passe qui ont été trouvés dans des fuites de données. Si je mets admin 123, effectivement, c'est un mot de passe qui a déjà été fuité, et donc là, les gens, ils utilisent ce genre de truc pour injecter, pour essayer de faire plein de requêtes avec plein de mots de passe connus. Donc, mot de passe, pas fifou, quoi, pas top. Et donc, on essaye de faire de l'authentique sans mot de passe, notamment pour les utilisatrices, les utilisateurs qui n'ont pas de password manager, qui n'ont pas des bonnes pratiques de mot de passe. Et donc on a des trucs un peu modernes, les passkeys, qu'on va voir, mais avant, on peut déjà faire de l'authentification sans mot de passe depuis très longtemps. Vous avez déjà une idée de comment on peut faire ça? Ouais, biométrie. Bon, biométrie, c'est plus récent, mais ouais. Certificat SSL, donc effectivement, je peux avoir dans mon browser, je peux avoir un certificat qui prouve mon identité. Alors ça, c'est pas mon papa qui met des certificats SSL dans son browser, effectivement. À une époque, les impôts le faisaient. Oui, à une époque, les impôts le faisaient, mais c'est pas le... Ouais. Les OTP. Ouais, les OTP, les one-time passwords. Donc, soit one-time password, soit one-time token. Donc, il y a le flow, en fait, où on peut envoyer un lien. Et si vous y réfléchissez, c'est déjà quelque chose que vous utilisez quand vous avez oublié votre mot de passe. Vous pouvez faire une opération privilégiée, vous pouvez changer votre mot de passe sans avoir le mot de passe du coup, puisque vous l'avez oublié. Et donc ça se fait par la preuve de possession d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone, de quelque chose en dehors de votre mot de passe. Et donc le flow, je vais vous montrer pour ceux qui utilisent Spring, pour ceux qui n'utilisent pas Spring, dommage, vous allez voir un peu de Java quand même. J'ai une appli Spring Boot toute bête. Aujourd'hui, elle a un login, username, mot de passe, et l'idée c'est on veut remplacer ça. Donc dans Spring, avec Spring Security, on crée une classe qui est notre configuration de sécurité. Dedans, elle donne les règles de sécurité en disant quelles sont les pages publiques, quelles sont les pages privées. Et elle donne aussi comment on peut se loguer. Donc ici, je dis, je veux me loguer avec form login, username, mot de passe. Et donc ça, on a dit, legacy, thumbs down. Voilà, pas bien. Et donc, on ne veut pas faire ça dans la plupart des frameworks. Il se trouve que dans Spring Security, on peut faire ça aussi. On peut dire, je veux que les utilisateurs, les utilisatrices fassent du one-time token.
Donc, one-time token, c'est on va générer un token qui peut être utilisé une fois pour se loguer. Et en gros, il y a un seul truc à configurer. C'est une fois que le framework génère ce token pour moi, il faut que je le donne à l'utilisatrice, à l'utilisateur. Donc, pour faire ça, il faut que je décide qu'est-ce que je fais. Et donc, c'est un handler qui dit, bon, voilà, il y a une requête HTTP qui a été faite, il y a une réponse qui va être renvoyée. Et qu'est-ce que je fais de ce OTT, de ce one-time token qui est généré? Alors, je vais peut-être renommer celui-là OTT config, voilà. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un handler par défaut. Donc, c'est un one-time token generation success handler. C'est de rediriger l'utilisateur, l'utilisatrice vers la page où il pourra saisir son token, éventuellement, login OTT. Et donc, ce truc-là, c'est juste une redirection. Donc, default handler.handle, request, response, OTT. Et vous, après, il faut que vous donniez ces infos aux utilisateurs. Et donc, comment on fait ça? On va obtenir l'email de la personne qui se log. On va obtenir la valeur du token, donc le jeton qui a été généré. Et pour faciliter, je vais le mettre dans la console. Cookie. Parfait. Got token for, voilà, pour la personne X. Value, c'est la valeur Y du token. Donc, email value. Alors, dans la vraie vie, token, pardon. Dans la vraie vie, vous allez pas demander à vos utilisatrices et aux utilisateurs d'aller regarder dans les logs de prod pour aller chercher leur token. Dans la vraie vie, vous allez leur envoyer un mail, un truc, un SMS, je sais pas quoi. Donc, j'ai déjà implémenté un truc de notification par mail, parce que là, mon but, c'est pas de vous faire du mail ce soir, mais voilà, on envoie un token à l'adresse, j'ai l'adresse de l'utilisateur, login to DevFest demo, et je passe le token. Voilà. Et donc, en faisant ce genre de truc, je vais recompiler l'appli en continu, comme ça me mettra à jour le site quand je fais des changements. Donc, une fois que mon site redémarre, voilà, il change la page de login, j'ai enlevé le form login, et maintenant, je peux juste demander un token. Pour demander un token, je mets mon adresse mail, ici, daniel@example.com. Ça envoie un token, donc il doit être dans la console, ici, quelque part tout en bas, pouf, ici. Mais je le reçois aussi sur mon truc de mail totalement réel, ça c'est ma vraie boîte mail, dans lequel j'ai envoyé un petit mail avec le token ici. Alors ça peut se configurer, je peux choisir quelle tronche va avoir mon token, quel algorithme j'utilise, mais bon, par défaut, on fait un UUID, et avec un lien pour se loguer, l'utilisateur, l'utilisatrice clique sur le lien, il clique sur Sign In, loguer. Si jamais il veut réutiliser le token, là je le prends, je le copie, et que je le mets dans mon truc pour mettre mon token, à votre avis, il se passe quoi? Ça ne marche pas parce que c'est un one-time token, exactement, ça ne marche pas parce que c'est pas un two-time token, c'est 403, c'est pas permis de réutiliser le même token. Si je veux me loguer, il faudrait que j'en régénère un nouveau. Donc ce truc-là, ça marche, et on peut faire ça aujourd'hui sans technologie fancy, quoi. Donc ça, c'est assez simple à implémenter. Là, vous l'avez vu dans Spring, dans tous les frameworks, il y a un truc pour générer ce genre de token. Il y a un petit problème d'expérience utilisateur là-dessus, c'est que là, je fais tout sur la même machine, mais si je suis en train d'essayer de me loguer sur une machine publique ou sur mon ordi de boulot et j'ai pas mon adresse mail personnelle ouverte, je reçois mon token et puis là, il faut que je copie ces 32 caractères à la main. C'est pas terrible comme flow pour se loguer. Et donc, ça fait un moment qu'on cherche à faire des flows un peu plus sympas. Et donc, c'est là qu'on a inventé les passkeys. Alors, parce que les one-time tokens, c'est sympa, mais bon, c'est 1998, quoi. On n'est pas... Et donc, les passkeys, c'est la version un peu moderne de se loguer sans mot de passe. Qui connaît les passkeys ici dans la salle? 3, 4, 5, donc pas énorme. Et sur les gens qui connaissent, qui utilisent des passkeys? 2 personnes, 3 personnes. Alors moi, j'utilise les passkeys. Du coup, je vais faire une démo pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et le site sur lequel je vais l'utiliser, c'est GitHub. Donc moi, je les utilise au quotidien sur GitHub, sur Amazon, sur mon compte Google, sur plein de trucs. Et donc, je vais aller sur GitHub et puis je vais le faire en incognito. Donc, on va mettre ça à gauche. On va faire une fenêtre privée. Tac, 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 tac. Et donc, sur l'écran, à gauche, il y a mon browser et à droite, il y a mon téléphone portable qui est en train de filmer mon ordi. Voilà. Vous pouvez même vous voir ici. Je vais essayer de pas trop tirer parce que c'est collé un peu pourri. Hey, coucou! Et donc, l'idée, c'est quand je veux me loguer sur GitHub,
je peux venir ici, je peux mettre mon adresse mail GitHub, puis je pourrais mettre mon mot de passe, mais si je mets mon mot de passe, il faut que je sorte mon authenticateur, il me faut un deuxième facteur, etc. Ou alors, je peux faire 2 facteurs en un en utilisant ce petit truc en bas qui est marqué « Sign in with a passkey ». Donc je peux cliquer sur le lien là, et il m'ouvre une pop-up. Donc celle-ci, c'est celle de Mac. Si vous êtes sur Windows, ça sera différent. Si vous utilisez Chrome, ça peut vous faire une pop-up différente et qui dit « Est-ce que vous voulez vous loguer sur github.com en utilisant la passkey pour votre compte ?» Mon compte Kerlan de GitHub. Et donc comment je fais ça? Je prends mon empreinte digitale ici, je la mets sur le lecteur d'empreintes, j'appuie, pouf. Ça déverrouille un truc dans mon Mac qui fait une opération cryptographique qui prouve mon identité via de la crypto et je suis logué dans GitHub. Donc ça, c'est une des façons de le faire si ma device, mon ordi, a un moyen de faire de la biométrie comme ça. Une autre possibilité, c'est d'avoir des clés. Donc ceci, c'est une YubiKey, c'est juste une clé USB. Et dessus, je peux enregistrer des passkeys. Et donc avec GitHub, quand je dis je veux me loguer dans GitHub, je peux dire est-ce que je veux une passkey? Vous voyez ici, il y a marqué More Options. Mais je peux tout simplement, si vous regardez bien cette clé, elle se met à clignoter en fait, je peux tout simplement venir appuyer ici. Il me demande le code secret qui permet de déverrouiller cette clé crypto. Donc je réappuie dessus. Pareil, il y a une clé privée qui vient faire une signature là-dedans, paf, ça prouve mon identité à GitHub. Donc ça, encore une fois, c'est 2 facteurs. C'est quelque chose que j'ai physiquement et c'est quelque chose que je sais, un mot de passe. Mon ordi, c'était quelque chose que j'ai, l'ordi, et quelque chose que je suis, mon empreinte digitale. Ouais. La clé, elle fonctionne avec empreinte digitale? Non, celle-ci, c'est un PIN que je dois rentrer. Mais il y en a des... Le PIN, il est stocké sur notre clé pour sécuriser? Non, mon PIN, il est stocké là. Il est stocké que ici. Donc il faut... Et à chaque fois que je veux faire une opération, il faut que je tape mon PIN sur la YubiKey. Après, il y a des YubiKey qui sont biométriques aussi, si tu préfères. Donc ça, c'est une des façons de faire. Il y a aussi, si vous tournez notamment sur Linux, il n'y a pas un support très incroyable sur Linux. Vous pouvez utiliser un password manager. Donc si vous utilisez déjà un password manager, donc ici, ça c'est mon browser, et ici, vous voyez, j'ai un one password. Quand je clique sur Sign In, en fait, il détecte le password manager, il y a un truc qui lui dit hey, « est-ce que tu as une passkey pour mon site ?» Et donc il dit est-ce que oui, je veux me loguer sur GitHub avec une passkey. J'ai juste, une fois que mon password manager est déverrouillé, j'ai juste à cliquer sur ce bouton et paf, il fait pareil la crypto avec une clé qui est stockée dans mon password manager cette fois. Et enfin, celui qui me plaît peut-être le plus, c'est si je vais utiliser un ordi un peu public et que j'ai pas envie de taper des trucs dedans ou que j'ai pas accès à un port USB, et ben dans ce cas-là, quand je fais Sign in with a passkey ici, vous voyez dans les More Options, je peux cliquer dessus et il dit est-ce que tu veux pas scanner un QR code? Et donc là, il m'affiche un QR code et avec ma device qui elle contient aussi des passkeys, alors je vais essayer de pas tout faire tomber, on va voir si j'y arrive, hop, je peux scanner le QR code. Le téléphone et l'ordi vont s'appairer en Bluetooth, vont échanger un ID, vont ouvrir un tunnel sur Internet, donc il faut que les 2 devices soient connectés sur Internet, et donc la crypto peut se passer sur le téléphone directement, qui va signer un truc. Donc là, j'utilise une de mes passkeys qui est dans mon téléphone. Donc quand je clique dessus, il me dit il faut que tu déverrouilles ton téléphone, donc je lui mets ma biométrie, paf. Il déverrouille, il signe un truc, il l'envoie à l'ordi, qui prouve mon identité à GitHub comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les principales façons d'utiliser des passkeys. Donc, on va voir un peu comment ça marche. Avant de voir comment ça marche, je veux bien faire un petit glossaire parce qu'il y a un certain nombre de termes qui sont utilisés qui ne sont pas forcément très clairs. Donc, une passkey, c'est, comme on dit en anglais, un credentials, donc une clé, une preuve d'identité crypto, qui est créée et liée à un compte sur un site. Donc, j'ai une clé, c'est un peu comme si j'avais une clé SSH, mais je peux l'utiliser que sur un seul site. Donc si je vais sur github.com, j'enregistre une passkey, je ne peux pas réutiliser la même passkey pour un autre site, il faut que j'en crée une deuxième. Donc si vous allez sur GitHub ici, là, hop, vous pouvez aller dans vos settings, tac. Il y a Passwords and Authentication, et ici ils ont passkey. Donc là moi j'en ai 5 ici différentes. Donc quand je rajoute, en gros je vais choisir la device sur laquelle je mets cette passkey, et il la crée au moment où je l'ajoute là. Si je vais sur Amazon et que je clique rajouter une passkey, la device va créer une nouvelle passkey pour Amazon. Ça, c'est vachement intéressant parce que dans la métadonnée de la clé, il y a l'URL le domaine en fait, dans lequel cette passkey est enregistrée. Ça me permet de résister au phishing.
Les mots de passe, je peux me planter et entrer mon mot de passe sur un mauvais site. Mon password manager, il va pas le pré-remplir pour moi, mais moi, si je me dis « Ah, ça marche pas, je sais pas pourquoi », je vais quand même le copier de mon password manager, je peux faire du phishing. Avec les passkeys, la plateforme ne vous laisse pas faire ça. Bon, si votre browser il est compromis, vous avez d'autres problèmes que des problèmes de passkey. Mais si vous avez un browser sain, vous utilisez Firefox, vous utilisez Chrome, ça marche, et ben vous êtes protégé du phishing avec ce lien. Donc la passkey, elle est stockée dans un authenticator. Un authenticator, c'est le truc qui stocke la clé privée. Et ça peut être soit hardware, donc mon Mac, mon téléphone, ma YubiKey, ou software, mon password manager. Okay, et c'est ce truc-là qui prouve mon identité en faisant une signature et en rendant ça accessible au site. Quand vous parlez de passkey, vous avez déjà peut-être entendu parler de FIDO ou FIDO 2. Donc FIDO, c'est Fast Identity Online. C'est un consortium de boîtes. Au début, c'était Apple, Google, Microsoft, mais en fait, il y a plein de boîtes qui ont rejoint ce truc-là. Hein. Si vous regardez dedans, il y a Amazon, il y a des banques, il y a du réseau. Évidemment, il y a tous les password managers qui sont dedans. Il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'on connaît? Il y a Netflix, il y a Rakuten. Il y a plein de boîtes qui contribuent à ça. Et en gros, ils publient 2 standards. Ils publient WebAuthn pour les développeurs et les développeuses comme vous et moi, qui font des sites web. Et ils publient CTAP, Client to Authenticator. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent sur les browsers ou qui travaillent sur l'iPhone, la YubiKey, etc. Donc c'est probablement plutôt pas votre cas d'utilisation. Nous, aujourd'hui, on va parler de WebAuthn. Donc quand on fait des sites, comment j'intègre dans mon site ce login avec les passkeys. Et donc c'est une spec. C'est une spec W3C classique, hein, donc très jolie, qui m'explique comment ça marche, avec des exemples de code, il y a des définitions, il y a des types. Après, si vous allez suffisamment loin, vous avez de la chance, il y a même des dessins. Et si vous ne savez pas quoi faire le soir pour vous endormir et que vous avez déjà fini Guerre et Paix, vous pouvez lire ces 275 magnifiques pages de comment ça marche. C'est un petit peu indigeste et toute l'idée derrière, en fait, c'est d'utiliser des libs. Hein. Donc nous, ce qu'on fait dans Spring Security quand on l'a intégré, c'est pour que vous n'ayez pas à vous taper ce truc-là et que ça soit un peu plus facile à comprendre. L'intro est OK. Si vous êtes un peu curieux, c'est pas mal de voir l'intro. Et comment ça marche, ce truc-là? Je l'ai évoqué, c'est de la crypto. Donc c'est de la crypto asymétrique avec une clé publique et une clé privée. Est-ce que tout le monde est clair un peu comment ça marche, clé publique, clé privée? Est-ce que quelqu'un a besoin d'un rappel? Non? Ça va? OK. Donc je passe là. Et donc, comment ça marche ce truc-là? En gros, il faut déjà que j'ai une identité avec le site. Donc quand je me log sur GitHub avec mon mot de passe, mes 2 facteurs, après je peux aller rajouter une passkey. Et ça, c'est un enregistrement, registration en anglais. Ils appellent ça des cérémonies. Et cette cérémonie, je dis, je rajoute une passkey, je suis d'accord. Ma device, mon authenticator, va générer une paire de clés, donc une clé privée, et la clé privée, il la garde pour lui, privé, exactement. Hein. Et la clé publique, en fait, il va derrière la partager avec GitHub. Donc, clé privée, elle est associée à github.com dans la device. Et la clé publique, il la rend publique, parce que c'est ça qui me permet de prouver mon identité plus tard. Et donc, quand je reviens sur GitHub, et je dis « je veux me loguer avec une passkey », ça m'ouvre la petite pop-up qu'on a vue tout à l'heure. Je choisis l'authenticator que je veux. Et là, l'authenticator trouve la clé qui correspond à github.com avec le compte que je veux utiliser. Il signe un truc, il envoie cette signature à GitHub et la signature est validée par GitHub et dit « Ah, de toute façon, il n'y a que toi avec ta clé privée qui peut produire cette signature. Donc, c'est bien toi, bienvenue Daniel, et il me log. » Donc, si vous regardez dans la spec, l'enregistrement, par exemple, c'est des diagrammes un peu comme ça, mais c'est pas le truc le plus clair du monde. Alors, ça commence à 0 pour une raison obscure, et puis ensuite, on vient là, et puis on revient, et puis on retourne, et puis il y a Voilà, et puis il y a des espèces de mots public key, credentials, creation options dans une... Bon voilà, compliqué. Moi, je préfère faire des diagrammes de séquence un peu bêtes, c'est bas du front, mais globalement, ça explique un peu mieux ce qui se passe. Quand je suis en train de me loguer avec ma passkey sur GitHub, il y a 4 entités qui sont impliquées. D'abord, il y a moi, donc l'utilisatrice, l'utilisateur, la personne qui veut se loguer. D'autre côté, il y a le serveur, donc il y a github.com, auprès duquel je veux prouver mon identité. Il y a le browser avec lequel je suis en train d'essayer de naviguer vers GitHub. Et enfin, l'authenticator qui stocke ma clé privée qui va faire la crypto pour moi. Donc je vais sur github.com et je dis je veux enregistrer, rajouter une nouvelle passkey. Donc là, le flow démarre et le serveur, donc peut-être le browser va en le demander au serveur, ou peut-être c'est le serveur qui génère une page, mais elle va créer un challenge.
donc une suite de caractères random. L'idée, c'est que ce challenge va être signé à un moment. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que je veux rajouter une passkey, il va créer un challenge différent. Ça permet que si quelqu'un vient sniffer la signature que j'ai produite, il ne peut pas la réutiliser dans le futur parce que le GitHub aura produit un nouveau challenge. Le browser, dedans, il y a un petit peu de code qui vient appeler une API qui s'appelle Public Key Credentials et qui appelle Create. Donc je veux créer une passkey. Quand ça fait ça, c'est ça qui me sort la petite pop-up qui dit « Est-ce que vous voulez enregistrer une passkey ?» Donc comme on a vu, est-ce que vous voulez vous loguer? Ça me permet de choisir l'authenticator que je veux utiliser. Donc est-ce que je veux utiliser mon iPhone, mon Mac, je ne sais pas quoi. Et quand je clique dessus, là, l'authenticator me demande de vérifier. Pour vérifier, ça peut être soit de la biométrie, comme j'ai fait avec mon empreinte digitale avec mon visage. Ça peut être avec un code secret, comme sur ma YubiKey. Ça peut juste être une preuve de présence. Ça peut être un truc qui ne vérifie pas mon identité, mais qui vérifie quand même que je suis bien à côté, que je suis bien en train de cliquer et que le site web n'est pas en train de générer 10 000 passkeys à la minute pour essayer de saturer la mémoire de ma clé USB, par exemple. Ou pour essayer de trouver une faille dans les algos crypto qu'utilisent les clés pour générer des clés privées et essayer de casser le chiffrement. Donc il faut que je sois présent, il faut que je clique sur un bidule. Donc je clique sur quelque chose, où je fais de la biométrie, où je mets un mot de passe, ça veut dire, ouais, je veux bien créer une passkey. Donc l'authenticator, dans ce cas-là, il crée une paire de clés, une clé privée qui garde privée, yes! Il y en a une qui suit, c'est trop cool. Et une clé publique. En utilisant la clé privée, il fait une signature. Il renvoie à la méthode credentials_create qu'on a ici, là, la valeur de retour de ce truc-là. Il y a un peu de métadonnées, mais essentiellement, c'est la clé publique plus la signature du challenge qui a été faite avec la clé privée. Donc ensuite, là, le browser renvoie ces données à GitHub, au serveur, et le serveur valide que la signature du challenge match a bien été faite avec la clé privée qui correspond à la clé publique. Je vérifie que ces trois trucs-là fonctionnent bien ensemble. Donc en gros, on m'a envoyé les bonnes données. Si on m'a envoyé les bonnes données, GitHub.com, il stocke ces données-là dans sa base de données. Il a ma clé publique associée à mon compte pour que je puisse me loguer derrière. Donc ça fait un peu peur parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Mais en fait, si vous regardez bien et que vous y réfléchissez, ce truc-là, tout ce qui est à droite de la ligne, en fait, vous n'avez pas besoin de l'implémenter. Ce n'est pas votre problème. Parce que vous n'implémentez pas des utilisatrices et des utilisateurs, globalement. Et vous n'êtes pas en train d'implémenter un iPhone. Donc ça, c'est CTAP, ce côté-là, c'est pas votre problème. Donc vous, c'est tout ce qui va être dans le browser et tout ce qui va être sur le serveur. Aujourd'hui, avec la démo, comme ça va être du Spring, le serveur, ça sera du Java, mais en fait, il y a plein d'implémentations de référence. Il y a des implémentations, je crois que la première implème de référence, elle est en Rust, il y en a en Go, il y en a en PHP, il y en a en Python, il y en a en JS, et plein de trucs qui compilent vers du JS. Pour le browser, forcément, c'est du JS. C'est un truc qui compile vers du JS, mais globalement, c'est du JS pour pouvoir appeler les API du browser. Et donc là, les frameworks qui font du JS, ils vous donnent les deux. Ils vous donnent le Node pour le serveur et puis le JS pour le browser. Les frameworks qui font pas du browser, donc typiquement du Java, du Go, du machin, vous serez obligé d'écrire du JS par ailleurs. Donc ça, c'est pour l'enregistrement. Pour l'authentification, c'est exactement le même flow. Sauf qu'au lieu d'appeler credentials create, on appelle credentials.get. Je ne veux pas créer une nouvelle clé, je veux dire, prouve-moi qui tu es. On ne va pas créer une nouvelle clé, on va juste signer, en utilisant la clé qui existe pour github.com, signer le challenge qui m'a été envoyé, envoyer la signature, pas besoin d'envoyer la clé publique parce qu'il l'a déjà. Et donc github.com peut vérifier que la signature correspond à la clé publique qu'il connaît déjà pour moi, et puis me loguer. OK? Alors, là, on va passer à la démo. Avant de passer à la démo, je répète un truc quand même qui transpire un peu en creux dans ce que je dis, mais c'est quand même un truc qui a un peu du mal à pénétrer dans la psyché publique. Les passkeys, c'est pas biométrique. Ça n'a rien à voir avec de la biométrie, c'est juste de la crypto. C'est des clés privées avec de la métadonnée associée. Il se trouve que ces clés privées, elles sont stockées dans un authenticator, donc soit dans Password Manager, soit dans mon iPhone, mon Mac, mon Windows. Et il se trouve que je peux utiliser de la biométrie pour déverrouiller mon iPhone pour qu'il fasse une signature. Mais du coup, quand je suis en train de me loguer sur GitHub, quand je mets mon visage devant mon téléphone, ce qui se passe, c'est que je déverrouille le téléphone.
qui va utiliser une clé privée qui n'a rien à voir avec mon visage. L'empreinte de mon visage, elle reste sur mon téléphone. Ça déverrouille, ça fait une signature et puis ça l'envoie à GitHub pour prouver mon identité. Et ces passkeys, de temps en temps, elles sont stockées dans le cloud, de temps en temps non, ça dépend. Si vous utilisez un password manager, le principe du password manager, c'est quand même de gérer vos passwords et de les partager, donc oui, c'est synchronisé. Si vous utilisez une YubiKey comme celle-ci, ça, c'est pas synchronisé. Par définition, c'est dans la mémoire physique de ce truc-là. Donc si vous la perdez, c'est perdu. Il n'y a plus la passkey. Donc YubiKey, leur truc, c'est qu'ils disent, si vous utilisez des YubiKey, il faut en acheter deux. Une que vous gardez sur vous pour vous loguer, et puis une que vous mettez à la maison dans un coffre-fort. Mais leur business, c'est de vendre des clés, donc ça peut expliquer certaines choses. Tout est clair jusque-là, pas de questions? Non? Ok, on va voir comment on fait ça. Ouais. Ouais. Ouais, donc l'idée c'est que la passkey sur la device, elle est associée à un compte. Mais je peux avoir ce même compte sur plusieurs devices. Le site, il s'en fiche. C'est juste qu'au moment où je vais me loguer, en fait, je peux, si je le souhaite, me loguer avec un autre compte sur le site et sur le même Authenticator, enregistrer un deuxième compte, une deuxième passkey qui est liée à un deuxième compte. Et donc, si je viens me loguer sur GitHub avec le même Authenticator qui a deux comptes, il m'ouvre un sélecteur et me dit « Tu veux te loguer en tant que Daniel ou tu veux te loguer en tant que, je sais pas, Daria, tu vois ?» Et donc, sur les sites, sur GitHub, on a vu tout à l'heure, quand tu vas voir les authentications, les settings, passwords et les passkeys, tu peux mettre autant de passkeys que tu veux. Donc ici, j'ai mon OnePassword, j'ai mon iPhone, j'ai mon Mac, j'ai ma YubiKey, et si je veux, je peux rajouter une deuxième YubiKey, il n'y a pas de problème. Ok, donc, démo. Donc j'ai mon appli Spring Security là. Pour rajouter les passkeys là-dedans, il faut rajouter une dépendance. Donc pour ceux qui font du Spring, voilà, ça c'est mon package.json version Java avec Gradle. Donc, on rajoute org Spring Framework Security, Spring Security WebAuthn, parce qu'on fait du WebAuthn, des passkeys. Donc je rajoute ça, on attend que le build se refasse, je redémarre l'appli, parce que j'ai quand même rajouté une dépendance, je vais avoir des nouvelles classes dans mon ClassPass, il faut quand même que je la redémarre là. J'attends un petit peu qu'il me télécharge tout le bazar. Et any minute now. Voilà, ça redémarre. Et donc maintenant, je peux activer ces fonctionnalités dans mon appli. Donc je retourne dans ma configuration de sécurité. Et ici, j'avais fait One Time Token. Je peux aussi faire WebAuthn. Donc WebAuthn, il faut que je le configure. J'ai deux trucs à configurer pour faire les passkeys. Ça, c'est dans tous les frameworks. Le plus important, peut-être, c'est le RPID. RP, c'est Relying Party, c'est votre serveur. En fait, c'est l'identité de vos serveurs, comment votre serveur se présente aux authenticateurs. Et en fait, c'est son nom de domaine. Donc ici, moi, je fais une démo, c'est localhost. Tout à l'heure, le RPID, c'était github.com, par exemple. Donc là, c'est localhost. Donc ça veut dire que la passkey qui serait générée pour ce site, elle peut être utilisée que sur localhost. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Vous pouvez aussi configurer plusieurs origines web sur lesquelles c'est possible de l'utiliser. Donc ici, je vais avoir juste localhost 8080, parce que ça tourne que sur le port 8080. Ça, c'est utile, par exemple, pour si je suis sur Amazon, je crée une passkey sur Amazon.com pour me loguer. En fait, eux, ils disent aussi, elle est aussi valable sur Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.truc.machin. Donc là, je peux dire, il y a plusieurs sous-domaines, plusieurs ports, plusieurs autres domaines auxquels j'autorise l'utilisation de ces passkeys, et c'est tout. Et donc avec ça, quand je retourne voir mon site, localhost 8080, s'il démarre, voilà, ça me rajoute un nouveau bouton. Vous pouvez vous loguer avec une passkey. Et donc si je clique avec ça, j'en ai pas enregistré, mais il m'ouvre quand même le dialogue en disant peut-être que je trouve pas de passkey, mais peut-être que tu en as une cachée que je sais pas, sur une YubiKey ou sur un truc comme ça. Je vais pas en rajouter tout de suite, parce qu'il y a un tout petit mensonge là-dedans, c'est que ce truc-là, tout est en mémoire.
Scream. Donc ça, en fait, si je rajoute une passkey, ça va créer dans ma device, ça envoie la clé publique et puis ça le stocke dans une base. Mais j'ai pas spécifié de base de données, donc ça le stocke en mémoire dans une map. Si je redémarre mon appli elle oublie la clé publique de l'utilisatrice, l'utilisateur. Donc c'est problématique. Donc il faut quand même, si vous faites ça, il faut quand même lui dire où stocker les infos, donc les clés publiques. Donc dans Spring Security, la façon dont on a modélisé ce truc-là, c'est vous avez déjà une table qui représente les utilisatrices, les utilisateurs, et vous avez un identifiant sous forme de chaîne de caractères, un username, un email, un ID. Donc ça existe déjà, c'est pas un truc spécifique passkey. En fait, vous allez rajouter un credential record qui est le truc qui contient la clé publique, en fait. Et plus des données pour l'afficher, etc. Et une table d'association entre la clé publique qui est enregistrée et l'utilisatrice-utilisateur. Donc, dans Spring, quand vous voulez faire ça, vous publiez des bins, ça s'appelle. Et donc, là, on a un bin JDBC user credential. Il ne veut pas, hein, JDBC. C'est IntelliJ qui ne va pas me le trouver, je vais le trouver quand même. JDBC user credentials repository passkey repo. J'aurais aimé que mon éditeur m'aide à le trouver, mais il a un peu du mal. Voilà. Import, there we go. New JDBC user blabla, ça prend des JDBC operations, parfait. Et un autre bin, donc ça c'est la clé, c'est là où je mets mes clés publiques, et j'ai un JDBC public key. Oh, wow, celui-là je ne vais pas le trouver à la main. JDBC public key. Donc quand vous ne savez pas, vous faites comme moi, vous allez sur docs.spring.io/spring-security. On cherche passkeys. Ou alors votre éditeur marche et vous propose l'autocomplétion, ça c'est comme vous voulez. Et donc ils vont vous dire, bon bah voilà, quand vous voulez enregistrer, il faut ces deux interfaces implémentées. Alors moi ici je les stocke dans une base de données SQL qui est par ailleurs dans un Docker à côté. Et donc ça c'est user to passkey repo. JDBC operations, return, new JDBC public key operations. Et donc pour ceux qui font pas du Java, c'est normal, hein, c'est très JDBC Public Key Credentials, c'est tout à fait normal, c'est pas une typo. Et donc avec ces deux trucs-là, si vous avez une base de données qui tourne à côté qui a la bonne forme, ça enregistre bien comme il faut. Pour trouver le format de ce truc-là, vous pouvez aller voir la Javadoc des implémentations JDBC et ils vous disent, ah bah voilà, il faut implémenter ce schéma-là. Et donc on a un schéma de base ici, que vous pouvez aller voir. Donc il y a un plat de données dont on discutera un petit peu après. Mais avec ça, ça me permet de rajouter passkey. Donc, et qu'elle soit sauvegardée. Donc il faut que je me logue déjà. Donc je me logue en tant que daniel@exemple.com. Je reçois un token. Cette fois-ci, je vais le chercher dans ma console parce que j'ai la flemme. Et donc, on a une page pour vous, WebAuthn Register, par défaut, hein, une UI par défaut, pour rajouter des passkeys. Donc là, vous pouvez choisir le nom, comme ça, l'utilisateur peut savoir à quoi ça correspond. Là, Touch ID, c'est sur mon Mac. Je clique là-dessus, ça m'ouvre le petit dialogue spécial passkeys de Mac qui dit « Localhost, ça supporte les passkeys ». Donc ça, c'est le nouveau dialogue de Mac qui dit « Ouais, c'est vachement bien, utilisez-le, c'est une meilleure alternative au password, ça ne peut pas être volé, tout ça. » Bon, bref. Et donc là, ça va créer une passkey pour le compte daniel@example.com pour localhost, pour le site qui est là. Et donc, ici, bah, encore une fois, je peux utiliser mon empreinte ici, paf, ça crée la clé privée, ça fait une signature, ça envoie la signature au back-end, le back-end enregistre la clé publique dans sa base de données, et j'ai une passkey avec laquelle je peux me loguer. Je vais en faire une deuxième, donc là j'ai une autre marque qui n'est pas une YubiKey, qui est Tatis ici, et donc là celle-ci je peux dire bah, je veux plus d'options, je veux utiliser une clé de sécurité, et là elles se mettent à clignoter, vous voyez il y a ma YubiKey qui clignote, on ne voit pas très bien mais l'autre clignote aussi, voilà. Et donc sur celle-ci, Tatis, je peux cliquer, et je ne l'ai pas configurée avec un mot de passe celle-ci. Donc celle-ci, j'ai juste prouvé ma présence. Donc si vous me volez cette passkey ce soir, en rentrant chez vous, vous pourrez vous loguer sur localhost sur ma machine. Et donc, avec ça, maintenant, si je me log out, tac, 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 80 log out,
bah maintenant, je peux dire, est-ce que je veux me loguer avec une passkey? Il m'ouvre la pop-up. Comme mon Mac sait que j'ai enregistré dans le Mac une passkey pour danielexample.com, je peux utiliser directement mon empreinte digitale sur le lecteur d'empreinte digitale. Tac. Voilà. Et je peux faire pareil avec celle-ci. Donc là, encore une fois, les clés se mettent à clignoter. Je clique. Paf, il prouve qui je suis et je me log en one shot. Ok. Très bien. Donc ça, c'est le truc un peu de base avec ça. Donc ça marche, donc c'est cool. Mais le problème avec ces pages-là, les pages par défaut Spring Security, c'est que, je vais pas dire que c'est moche parce que c'est moi qui les ai refaites, mais peut-être ça matche pas le branding corporate de votre boîte. Et donc quand c'est pour un dashboard interne un peu pourri, il n'y a pas de problème, ça va très bien, ça suffit. Mais si vous montrez ça à des clients, vous avez peut-être envie que ça soit un peu plus joli que ça. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez écrire votre propre HTML et donc votre propre JavaScript pour interagir avec le back-end. Et donc on va faire ça ensemble. Donc vous voyez, je vous ai dit que je faisais des trucs très jolis. Hein. Donc voilà, j'ai une page toute vide qui fait rien et on va implémenter un flow passkey en JavaScript quand je clique sur le bouton ici qui fait rien. Donc ce bouton, il est dans login, je l'appelais login.html, voilà. Donc c'est une page qui fait rien. Alors, c'est assez grand pour le fond d'ailleurs, je n'ai pas demandé, ouais, ça va, ok. Donc on a dit, le but c'est qu'on va écrire du JavaScript là-dedans. Mais, quand même, tout l'intérêt de faire une page comme ça, c'est pour que ça matche le branding de mon entreprise. Donc il est très très important que je fasse un petit peu de CSS. Et donc les développeurs et développeuses front-end vont adorer ça. Donc j'ai mon bouton, je vais le styler. On va dire qu'on va faire un peu plus gros pour que ça se voit bien. On va dire qu'il faut que ça soit en gras. Hein. On veut grossir le bouton, donc on va mettre du padding à l'intérieur. Padding, RM, parfait. Et du coup, il faut utiliser le branding corporate, donc font family, comics sans MS, voilà. Sans serif, parfait. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est mieux, hein, mieux. Mais c'est quand même un peu tristoun, donc quand même, pour égayer la soirée, on va dire background, linear gradient. Voilà, to, top, right. Et on va aller de aqua vers orange. Voilà. Ah! Voilà, comme ça vous fait pas regretter les technos de 98. Donc voilà, on a bien respecté le branding corporate, parfait. Maintenant, on peut faire les trucs faciles. On a fait le plus dur, donc on va faire un peu de JavaScript. Ici, c'est un moteur de template que Spring utilise qui s'appelle Timeleaf. Donc je vais faire une petite incantation ici, mais c'est pas le plus important. Donc ici, ce qu'on veut, c'est que quand quelqu'un clique sur le bouton, donc document, get element by ID, s'appelle sign in passkey, et je veux rajouter un listener pour dire quand il y a un clic, fais quelque chose. Ok, et bon, c'est du JavaScript, donc il faut qu'on mette async partout, sinon c'est pas drôle. Juste pour vérifier que je ne me suis pas planté, on va quand même faire une petite pop-up. Clicked. Ah, IntelliJ ne veut pas des emojis. Ouais, parfait. Donc juste vérifier que je ne me suis pas gouré dans mon JavaScript, que quand je reviens sur ma page magnifique et que je clique, bon, c'est bon. Donc je peux mettre la passkey dedans. Donc ici, vous avez deux options pour faire le JavaScript qu'il faut pour mettre là-dedans et faire le flow passkey. 3. Vous pouvez utiliser une lib. Le truc avec une lib, c'est qu'en général, les libs, elles ont des opinions. Et donc, il faut que le format qu'elles produisent corresponde à ce qu'il y a au back-end. Donc, si vous faites ça, il va falloir transformer, il va falloir un peu adapter entre ce que nous, chez Spring Security, on attend et ce que la lib fait. Si vous êtes des fifous, vous m'avez écouté et vous vous êtes dit, mais oui, j'ai lu la spec, elle est vachement bien. Et vous avez vu que dans la spec, il y a des samples ici. Et donc, vous pouvez aller cliquer sur un sample de login. Et donc, il vous montre ici, voilà le code qu'il faut. Et du coup, vous pouvez mettre ça, regarder la spec Spring Security et puis dire, quand il y a des trucs qui sortent, je copie, je mets à droite, je mets à gauche, parfait. Si vous êtes flemmard, un autre truc que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aller sur la page par défaut de login, celle-ci. Vous pouvez ouvrir vos sources d'application et prendre le JavaScript qui est là et le pomper éhentément.
Parce que ça, c'est du code open source, si vous avez vu la presse sur l'open source. Donc ça, ce code, il est dispo, c'est Apache. Donc, vous pouvez le mettre dans votre base, dans votre code base, il n'y a aucun problème. Donc dedans, il y a un certain nombre de fonctions. Vous piquez tout jusqu'à au moins authenticate. Vous voulez authenticate. Il y a une autre fonction qui s'appelle register si vous voulez rajouter des passkeys. Donc je prends ces quelques lignes de JavaScript très 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 merveilleuses. Je les mets dans mon appli. Paf. Voilà, on est passé de 120 à 141. Donc 121 lignes de JavaScript gratos. Trop bien. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est appeler une fonction qui s'appelle authenticate. Et donc authenticate, il faut lui passer des headers. Il faut lui passer un contexte au cas où votre appli soit sur un sous-path. Ici, elle est sur la racine du domaine. Et si vous voulez qu'elle se détecte automatiquement, vous mettez true. Si vous voulez qu'elle ne se détecte pas automatiquement, vous mettez false. Et donc ce truc-là, ça me fait la danse d'appeler l'authenticator et d'envoyer les résultats au back-end. Et ça me renvoie une URL de redirection. Donc l'URL de redirection, c'est une fois que l'utilisateur a réussi à se loguer, je l'envoie là. Donc window, location, href equals redirect URL. OK. Et donc le seul truc qui manque, c'est les headers qui sont là. Qu'est-ce que c'est ces headers? En fait, si vous allez regarder comment cette page-là l'implémente, vous pouvez aller dans le script ici, script, et vous allez voir qu'il y a X CSRF token. C'est la protection Cross-Site Request Forgery. Parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de créer un challenge qui fait une session sur le serveur et tout, donc c'est quand même un truc qu'il faut protéger par CSRF. Souvent, quand je vais dans des boîtes et que je vois des gens qui utilisent Spring, en gros, ils vont dans leur configuration de sécurité, là, et ils gèrent le problème en disant CSRF configureur, disable. Voilà. Et là, moi, je dis non, sad. Voilà, ça me brise le cœur quand vous faites ça. Ne faites pas ça. Il y a plein de façons de le faire bien, donc il faut aller lire la doc pour voir comment on peut le faire correctement. Ici, c'est un template timeleaf. Donc, je peux utiliser une notation timeleaf magnifique. Voilà, square bracket, $curly bracket. Et donc, dedans, je peux obtenir les paramètres CSRF que Spring a générés pour moi. Donc, CSRF underscore CSRF get token. Je vais la valeur là. Voilà. Et donc, si je ne me suis pas gouré elle est là, dans cette page-ci, normalement, je dois avoir un token CSRF en bas, là. Voilà. OK. Donc, bon, il faut voir comment dans votre page, ça se fait en vrai. Mais, une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur le bouton, ça ouvre, ça dit « Est-ce que tu veux te loguer sur localhost avec daniel.example.com » Mais oui, bien sûr. Et donc, je viens cliquer sur mon petit bouton, clic, et paf, je suis logué. Voilà. Donc, quelques observations avant de boucler ce truc-là. On va passer les détails de la base de données. C'est compliqué. C'est quand même compliqué. Là, je viens de coller 120 lignes de JavaScript. Et 120 lignes de JavaScript, ça correspond dans la spec à ça. Mais si vous voulez enregistrer une passkey, c'est celle-ci qu'il faut faire. Donc, en fait, c'est quand même un peu compliqué. Du coup, la recommandation quand vous voulez faire du passkey, le premier truc à faire, c'est regarder si l'identity provider qui gère les identités de vos utilisatrices et vos utilisateurs, est-ce qu'il ne ferait pas déjà ça? Si vous utilisez Azure Entra ID, Okta ou Keycloak ou je sais pas quoi, il y a une checkbox quelque part, on dit oui, je rajoute des passkeys et c'est fait. Du coup, il n'y a pas besoin de le gérer sur votre site. Parfois, vous avez besoin quand même de le mettre sur votre site. Dans ce cas-là, quand même, utilisez une lib. Et c'est compliqué. Je viens mettre 120 lignes de JavaScript. Pareil, l'enregistrement, ça va être gros et vous allez peut-être vouloir tuner. Ah oui, mais je ne veux pas autoriser les YubiKeys, je veux ceci, je veux cela. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, dans Spring Security, on a du support. Et je vous invite à venir contribuer. Vous pouvez aller sur GitHub. Contribuer, ça peut vouloir dire du code, mais ça peut aussi vouloir dire des problèmes. Quand vous trouvez des problèmes, nous ouvrir des issues. Voire chercher dans les problèmes existants et dire oui, mais moi, j'aimerais aussi que vous fassiez ça. Vous mettez un petit pouce en l'air. Et ça nous permet de savoir combien de personnes sont intéressées par un truc. Parce que quand il y a un pelé au fin fond d'Ivry-sur-Seine et que c'est moi, et qu'il n'y a que moi qui m'intéresse, on ne le fait pas, quoi. Donc, par contre, si vous êtes beaucoup, on regardera plus. Et enfin, si vraiment ça vous intéresse de savoir comment ça marche, vous pouvez aller sur le site de Yubico. Yubico, c'est ceux qui font les YubiKeys. Et ils ont une doc hyper développée. Donc, ils vous disent comment marchent tous les passkeys, donc comment ça marche,
avec le même genre de diagramme que ce que j'ai fait, mais moins joli quand même, parce que on l'a vu aujourd'hui, j'ai plus de goût que la plupart des développeurs. Et tous les guides d'implémentation. Donc si vous êtes développeur, vous voulez faire du WebAuthn, bah voilà, développeur guide, quand je fais de l'authentication, voilà ce qui se passe, il faut que j'ai tel type de JSON qui est généré par mon authenticator, il faut que je l'envoie, il faut que je ceci, il faut que ça là. Et donc vous avez tout ce qu'il faut, c'est une mine d'or pour apprendre en vrai et en complet. Et donc, pour conclure, avant de prendre vos questions, si vous voulez voir la démo de ce truc-là, c'est en ligne, Spring Boot 4, mis à jour hier soir à 22h, pas de problème. Ça a marché du premier coup, incroyable. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et comme vous êtes des professionnels et que vous venez voir des talks de sécurité, quand un mec un peu random vous fait un QR code de 70 cm sur un écran, qu'est-ce que vous faites ? Ouais, vous le flashez, hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, là, après, il y a marqué DevFest Paris au milieu et tout, ça donne un peu plus confiance. En fait, ce truc-là, si je ferme ça, là, pouf, c'est juste le feedback, le formulaire de feedback. Donc, si vous prenez 3 secondes pour me donner le feedback, c'est cool. Si vous me prenez 20 secondes pour m'expliquer, genre, c'était pas mal, j'ai dormi que 15 minutes, et ben là vous aurez ma reconnaissance éternelle. Si vous savez pas quoi mettre, c'est pas grave, genre écoutez votre cœur au plus profond de vous-même, imaginez ce qu'il faut mettre et vous cliquez et c'est vraiment top. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, bah, c'est avec plaisir.